Bonjour, chers amis, bienvenue à une autre prescription avec votre cher docteur Fred, juste pour vous. Avant de commencer, tout d'abord, merci pour tous les commentaires et les messages qu'on reçoit. Ça fait plaisir, vraiment plaisir de vous lire. Et si vous voulez démontrer votre amour davantage, alors soyez pas gênés. Hein, c'est la meilleure façon, c'est d'aller sur iTunes ou sur n'importe quel site que vous écoutez l'émission, de faire une petite note, mettre quelques étoiles. Je suggère 5, c'est le maximum qu'on peut donner. Et de dire pourquoi vous aimez ça. C'est une façon simple de démontrer votre dévouement envers ce podcast et ça coûte rien. En plus, ça ne vous coûte rien de l'écouter, ça ne vous coûte rien de le faire. Alors, voilà. Petite annonce aussi, je serai en concert cette semaine avec l'Orchestre symphonique de Laval, mercredi 9 novembre à la salle André Mathieu à 19h30 pour un programme qui s'appelle Amour cryptique. Alors, laissez-moi vous expliquer. Donc, accueilli à bras ouverts par le couple Schumann, le cher Johannes Brahms, compositeur, devient quelques mois plus tard un soutien indéfectible pour Clara et ses 8 enfants lorsque Robert Schumann est envoyé à l'asile suite à une tentative de suicide. Alors, unis par une profonde affection, une mutuelle admiration et même une passion pour la musique, Brahms et Clara échangeront des lettres jusqu'à leur mort. Est-ce qu'il y avait une certaine affection? Est-ce qu'il y a un peu d'amour? Bon, ce sont des ragots. À vous de déterminer. Il y a plein de théories qui ont été élaborées là-dessus. Même, on devrait avoir un film, ça serait formidable. Bref, dans un même programme, on a le droit à ce triangle amoureux exprimé en musique, là, avec Brahms, variation sur un thème de Haydn, concerto pour piano en la mineur de Clara Schumann et la symphonie numéro 4 de Robert Schumann. Alors, vous avez le droit à cet échange étrange. Les triangles amoureux, toujours aussi populaires, disons-le. Et cette semaine, j'ai le droit à une artiste incroyable que j'ai eu la chance enfin de rencontrer. On s'est échangé plusieurs messages au cours des dernières semaines. Et la voici, Caroline Lavergne. Artiste, conceptrice, illustratrice et autrice, Caroline Lavergne traîne sa plume et ses aquarelles partout où elle va. Autodidacte, elle met sur papier le monde qui l'entoure, des ruelles de Montréal au quartier artisan de Tokyo, en passant par la taïga de la Côte-Nord. Elle est, entre autres, l'illustratrice du livre Les Platanes d'Istanbul de Tassia Trifiatis Tesgel, sous les éditions du Passage 2018, et aussi la conceptrice des séquences animées de la série Ambassadrice à Radio-Canada en 2022. Et bientôt, elle sera l'illustratrice du prochain livre de Christine Beaulieu, Les saumons de la Mitsipou, sous les éditions La Bagnole 2023. Le film de Sarah est sa première bande dessinée. Voici ma discussion avec Caroline Lavergne. Donc, tu me disais que le lancement, c'était un bel événement. Beaucoup d'amis qui étaient présents. Ouais, je pense pas que j'ai déjà vécu une émotion comme ça. Là. C'est pendant 3h30, je faisais des dédicaces. Oh my God, ben tu devais avoir mal à la fin. Là. Même pas. Non. C'était pas... comparé à faire le livre, c'est rien. Ouais, c'est ça. Non, c'est clair. C'est clair. Puis aussi, ben, c'est comme un moment de célébration et quelque chose de... Mais écoute, on va aller un peu dans cette tente. On va parler du livre, évidemment. Le film de Sarah, ton premier bouquin de bande dessinée. Même, je me sens mal de dire bande dessinée, mais c'est une bande dessinée, mais c'est comme une nouvelle graphique, ou je sais pas, c'est quoi le vrai terme qu'on devrait prendre? J'en ai aucune idée. J'utilise
sans aucun discernement roman graphique et bande dessinée. Il y Les en a deux. qui haïssent l'un ou l'autre. Moi, je Ouais, vois je vraiment sais. aucune valeur attachée à ça. Est-ce que toi-même, tu es une lectrice de romans graphiques et bande Une dessinée? avide lectrice de bande dessinée ou roman graphique. Ouais. Beaucoup, ce qui m'a donné envie d'en faire, c'est surtout ceux de l'association Joanne Sfar, cette gang-là, Mathieu Sapin, OK. Riyad Satouf, tous ces gens qui font des carnets, Louis Trondheim, tous les gens qui font des carnets puis qui ont une espèce d'aise à transformer la réalité en histoire, en récit, même si c'est niaiseux au départ ce qui s'est passé, que ça devienne quelque chose qui est intéressant à lire. Je trouve ça vraiment fascinant. C'est ça que j'ai essayé de faire, en fait. Mais c'est clair. Mais toi, t'as un chemin intéressant. T'es autodidacte, si j'ai bien compris. Le dessin. Et le dessin, c'est une drôle de truc pour moi parce que tout le monde est obligé un jour ou l'autre de dessiner un peu. T'sais, mais quand on est enfant, on est initié à ça, que ce soit à l'école ou même quand t'es petit, tu gribouilles un peu puis tu essaies de reproduire des formes. Mais il y a quand même il y a un instant, je trouve que quand on est jeune, soit tu développes ça, tu deviens meilleur, ou il y en a qui décident de plus jamais toucher un crayon, ce qui est mon cas. Moi, je trouvais, mettons, j'en ai fait un peu, je m'amusais, puis j'ai rapidement vu que j'étais limité, ça me frustrait, puis j'ai comme abandonné ça. Moi, j'étais dans la musique, c'est comme ça. Dans ton cas, est-ce que tu as eu des cours? Mais tu sais, tu dis, c'est autodidacte, mais est-ce que c'est vraiment autodidacte purement, ou il y a eu de la technique, il y a eu des professeurs ici et là, ou... Mais je me considère autodidacte dans la mesure où j'ai toujours dessiné. C'est vraiment la chose que j'ai toujours faite sans m'être jamais fait encourager à le faire. Mes parents n'étaient pas contre, là, mais je veux dire, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours fait. Puis vu que j'avais une certaine facilité, je devenais bonne, puis là, c'est encore plus le fun à faire parce que tu te trouves bon. Ben oui. Puis j'ai juste jamais arrêté. Puis autodidacte dans la mesure où je suis toujours en train de glaner, en lisant des bandes dessinées, en regardant des tableaux. Ma grand-mère m'amenait beaucoup au musée. C'est vraiment en regardant comment font les autres, puis en essayant d'aller chercher tous les indices qu'ils peuvent nous donner en termes de comment est-ce qu'ils sont rendus à ce résultat-là. Mm-hmm. C'est ça, en fait, que je trouve le plus... je trouve que c'est ça qui est à la base de ma pratique, en fait, c'est d'essayer de comprendre comment les autres l'ont fait. Est-ce que tu as étudié en art plus tard? As-tu fait un deck en quelque chose? Non, jamais étudié en art visuel. Mes parents, voyant que c'était quelque chose qui m'intéressait, m'ont pitché dans des cours... au Centre des arts visuels, des cours pas liés à l'école, des cours ici. Okay. Là. OK. Mais sinon, mes cours d'art plastique, à chaque fois que à l'école, il y avait des cours d'art plastique, c'est toujours quelque chose que... Okay. C'est toujours mon cours préféré. J'étais jamais malade cette journée-là. Non, hein, c'est ça. Mais est-ce que tu as fait après un deck, tu es allé à l'université dans d'autres choses? Ou... Complètement d'autres choses. En quoi? Au cégep, j'étais arts lettres communication, mais profil théâtre. Okay. Après ça, j'ai fait un bac en études internationales, donc l'étude multidisciplinaire des phénomènes internationaux, comme en politique, en économie, en droit, en histoire et en langue. OK. Puis j'ai étudié le japonais. Puis j'ai fait un échange au Japon pendant 1 an à Tokyo. Tu parles japonais? Pas tant, mais j'ai les bonnes bases. OK, une bonne base pour Il me faut une semaine ou deux, là. Ouais, pour se remettre. OK. Ouais, puis après ça, j'ai fait un MBA une couple d'années plus tard. T'as fait un MBA? OK, t'as un MBA? Ouais. OK. Parce que j'avais un projet artistique que je voulais commercialiser. Et qui était? Des espèces de poupées, des lapins lettres. OK. Que je voyais les Beanie Babies, toutes ces merdes-là. Je me disais, hey, d'autres ont fait pire, je pourrais faire mieux. Puis attends. Donc, ces objets-là là, que tu viens de nommer, tu as décidé, parce que tu voulais te lancer là-dedans, tu as fait un MBA, mais je veux dire... Non, je sais, c'est aucune mesure. Là. C'est débile, un MBA. Ma sœur est en train de finir son MBA. C'est débile, un MBA. C'est complètement mon gars. Tu le fais tout? À Concordia. Okay. En anglais, oui. En anglais, en plus, OK. Et est-ce que ça t'a servi après, dans cette tentative de business? Ça m'a servi à apprendre que j'avais pas envie d'être une vendeuse de poupées dans la vie. Mm-hmm. Puis aussi, je me suis découvert un peu un intérêt ou une facilité pour tout ce qui est marketing, stratégie, communication, des trucs comme ça. OK. Puis après ça, ça m'a servi à devenir travailleur autonome, j'étais consultante. Donc, les gens avec qui j'ai travaillé, j'ai beaucoup aimé le travail d'équipe, en fait, que ça a obligé à faire. C'est quoi MBA. consultant? Qu'est-ce que ça veut dire? J'aidais des entreprises à formuler ce qu'ils font dans la vie pour rejoindre les bonnes personnes. En Ouais. gros, c'est ça.
OK. Bon, ben, beaucoup de rédaction de texte. Beaucoup de rédaction de texte, beaucoup de travail avec des graphistes aussi. OK. Toi, ben, donc, tu t'étais un peu spécialisé aussi dans ce milieu-là, évidemment. Oui, j'ai des compagnies à Montréal qui étaient dirigées, qui étaient parties par des gens qui avaient mon âge puis qui voulaient conquérir le monde. J'aimais ça être un numéro 2 là-dedans. Des startups, un Des peu. startups, ouais, comme BossBud, OK. E180, les Brain Dates. Là. Mm-hmm. Fait que, puis c'est beaucoup à travers les mots. Ouais. Beaucoup à travers les mots. Puis de plus en plus, j'ai commencé à intégrer des dessins là-dedans, en fait. Donc, mes clients, mettons, bon, après une couple d'années, ben, ils devenaient un peu plus autonomes. Je les aidais, ils grandissaient. Ben ouais, Je les aidais à évidemment. engager des équipes parce que moi, j'avais pas envie d'être employée. OK. Donc, je les laissais... Tu voulais une certaine indépendance. Oui, parce que c'était pas mon projet. Mm-hmm. Mon projet, c'était pas de transformer le monde en un grand réseau d'autobus. Là. C'est pas... je trouve ça super le fun qu'il y ait des gens qui en font parce que je veux les utiliser. Ouais, non, Mais je moi, comprends. ça m'intéresse pas là, de dédier ma vie à ça. Quand tu regardes tous ces startups-là, est-ce que la grandeur, le rêve qu'ils ont à travers ça, des fois, est-ce que tu te dis ça n'a aucun bon sens qu'ils se lancent là-dedans, ou il faut que tu me prennes un peu ce jugement-là, tu le tasses de côté, puis tu fais tout pour les aider? Je dis, ça doit être un peu bizarre, non? Non, je trouve que il faut que quelqu'un le fasse, puis pourquoi pas ces gens-là? Ouais, c'est vrai. Oui, il y a toujours des gens plus caves qui ont fait mieux, fait que c'est pas... Tout est à la portée de chacun. Hey, c'est une bonne ligne que je pense que je vais utiliser. Je la mets dans ma poche, celle-là. Mais est-ce que tu fais encore ça? Non, là, ça fait longtemps. J'ai travaillé pendant quelques années. J'ai fini par être employée, par me faire mettre un bras dans le tordeur. OK. Pendant quelques années, j'ai travaillé avec C2 Montréal, la compagnie qui fait les grosses conférences d'affaires, commerce et créativité. Ceux qui engagent Hillary Clinton pour venir parler. Par exemple. OK. Ouais, moi, je m'occupais du contenu qui n'était pas nécessairement celui des conférences, mais celui qui en découlait ou qui amenait aux conférences en parallèle. Donc, en ligne. Puis je faisais des livres, en fait. Après les conférences, on sortait les notes de C2, qui est un livre de 350 pages en anglais, un autre en français. OK. Puis on le sortait comme 3 mois après la conférence. Fait que moi, j'engageais des journalistes, des rédacteurs, et aussi, j'ai commencé à intégrer des illustrations là-dedans. Est-ce que tu es allé en plus... T'es allé voir les conférences, ça, là? Oui, mais moi, je dispatchais du monde. Ben oui, en plus. Parce qu'il y a plein de choses qui se passaient en parallèle. Là. Mais non, c'est ça. Mais au départ, moi, ces deux faisaient des petites conférences en Europe d'une journée avec une salle, 30 personnes. Donc, on pouvait être une personne à prendre des notes puis sortir quelque chose. Donc, je faisais ça, une couple de villes en Europe, puis moi, je dessinais dedans. En plus? Ouais. T'accompagnais du dessin? Ouais, parce que je le faisais de toute façon. Puis tant qu'à ça, une photo de conférencier, c'est plate. Un dessin de conférencier, c'est plus le fun. Et c'est comme ça que toute l'idée est venue? Exact. Là, j'ai pitché un format pour la grosse conférence. OK. Puis j'ai fini par être engagée un peu plus à l'année. OK, mais disons, ça, c'est le dessin qui s'intègre tranquillement dans ton boulot après ton MBA. C'est cool, mais le premier vrai projet, est-ce que, peut-être je me trompe, c'est là que je veux savoir si c'est ça, est-ce que c'était les Platanes d'Istanbul? Ça, c'était le premier projet imprimé plus artistique? Oui, c'est la première fois où j'ai décidé que c'est le dessin qui devait prendre le dessus. Plutôt que, OK, ouais. Oui. Puis, en fait, c'est là que j'ai dit à mes clients, je vais disparaître pendant quelques mois. Okay. Puis, j'ai fait une campagne de crowdfunding, de sociofinancement. Puis, en vendant des dessins que je n'avais pas encore faits, pour aller à Istanbul rejoindre Tassia Trifiatis-Tesgel, une autrice moi, je n'ai pas lu cet ouvrage-là encore. Là, disons que j'ai mis plus de temps sur le film de Sarah. Et oui, raconte-moi, peux-tu me raconter un peu cette aventure-là, de ce livre-là? Oui, donc on s'était rencontrés dans une fête, on avait des amis communs. Elle avait déjà publié un livre qui avait été finaliste pour le prix du gouverneur général. J'ai lu, je trouvais ça fantastique, c'est son aventure avec un jeu Facidim. OK. C'est d'autofiction, donc c'est... Oh, mais elle vit sa vie comme ça, c'est vraiment... Elle vit sa vie un peu en fonction des livres qu'elle pourra écrire sur ce qui s'est passé. OK. Puis elle continue à le faire, c'est vraiment fascinant comme démarche. Quand on la fréquente, il y a du matériel, peut-être. Oui, on dit qu'elle se met dans des situations de vie aussi qui se mènent à ça. Je me demande qu'est-ce qui vient en premier, si c'est la situation ou si c'est le livre, en fait. Wow. J'ai l'impression qu'elle fait un peu exprès. OK. Ouais. Vous êtes encore proches? Vous parlez encore? On se parle encore...
pas régulièrement, mais toujours OK. avec beaucoup d'amour. Et là, Donc, oui, tu la rencontres dans une fête d'amis. à une fête d'amis, elle, quelques mois, années plus tard, on reste en contact par les réseaux sociaux. Elle déménage en Turquie, à Istanbul, parce qu'elle a marié un Kurde OK. qui a de la famille à Istanbul. Il déménage là-bas. Puis elle commence à essayer d'apprendre le turc, donne des cours de français, Aïe, aïe. habite dans, pas le beau Istanbul, là, habite l'Istanbul des Istanbuliotes, là. OK. Ou surtout des immigrants turcs. C'est un gros, beaucoup de gens, l'exode rural fait que beaucoup de gens viennent habiter à Istanbul. C'est une mégapole complètement, c'est une grosse pieuvre, là, puis ça grandit tout le temps. C'est comme un gros monstre. Elle habitait plus dans l'autre Istanbul, là. OK. Puis elle voulait raconter ses aventures là-bas, puis surtout comment elle a réussi à s'ancrer OK. dans cet endroit-là, qui est par l'amitié avec une autre femme, qui est une autre Kurde, qui est venue aussi immigrer en ville, à Istanbul. OK. Puis elle voulait raconter la naissance d'une petite communauté aussi autour de cette femme-là, de sa famille, de plus en plus de belles-sœurs, de cousins venaient autour de la boucherie que ce couple-là avait ouvert. Puis ils ont eu un enfant. Donc, elle, c'est Tassia. Elle s'est ancrée, en fait, à Istanbul à travers l'amitié avec cette femme-là. Puis les femmes, pour elle, ça a toujours été important, la communauté des femmes. Donc, on a commencé à se parler. Tassia commençait à publier des petites chroniques de sa vie sur Facebook. OK. Juste Même un petit pas, paragraphe, là. c'est ça, même pas pour une idée commerciale. C'est juste une idée de partage. Oui, juste, c'est ça. je dirais, c'est exilé là-bas. J'ai devait avoir un petit désir de connexion aussi avec son ancienne vie, là. Ouais. Donc, puis je veux dire, elle écrit tout le temps. Fait que, donc, elle publiait des petites chroniques. Puis, je les aimais beaucoup. Moi, j'ai commencé à ce moment-là à dessiner beaucoup plus aussi et à publier mes dessins plus sur les réseaux sociaux. Par ce même désir, j'imagine, des connexions et d'approbation. Il y a un peu de tout ça. Puis en s'appréciant mutuellement, éventuellement, j'ai un peu à la blague, vraiment, à la volée, j'ai lancé « Hey, je pourrais venir dessiner ton livre. » Puis là, elle m'a contactée, c'est comme « Non, tu comprends pas ce que tu viens de me suggérer. » Elle adore tout ce qui est carnet de dessin, tout ce qui est carnet de voyage. C'est là-dedans qu'elle a fait sa maîtrise, en termes de type de littérature, le carnet de voyage. Puis ça fait longtemps qu'elle voulait en faire un. Elle avait déjà fait des démarches avec des illustrateurs, ça n'avait jamais abouti. Elle dit, ben, si tu veux venir, on le fait, là. Wow. Puis je dis, ben, simple comme ça, là. OK, Paf. on le fait. Mais elle avait ses écrits, ces petites interventions-là sur les réseaux sociaux, elle disait que c'était juste des extraits, mais je veux dire, elle avait déjà des cahiers remplis de textes, ou pas vraiment, c'était une collaboration faite à deux? Ça a été vraiment à deux. OK. Quand je suis allée la rejoindre, elle avait un peu un canevas de ce qu'elle voulait raconter. Donc, elle avait quelques personnages, toutes des vraies personnes, là, des protagonistes qu'elle voulait suivre. Un peu la trame de elle-même qui s'ancre dans la ville, son ami qui s'ancre dans la ville, qui a eu un enfant qui avait une maladie qui ferait qu'il était condamné à mourir en bas âge. Donc, il y a aussi toute cette trame-là le Çınar, en fait, c'est le nom de l'enfant qui veut dire platane en turc. Donc, les platanes d'Istanbul, les platanes, c'est des arbres qui vivent très, très longtemps. OK. Pas de Çınar. Oh. Mais quand je suis arrivée, c'est ça, elle avait un peu un canevas, on l'a déterminé ensemble, puis elle m'a parlé des choses dont elle voulait parler. Puis moi, je me suis promenée dans son Istanbul. Donc, elle me parlait des endroits qu'elle affectionnait particulièrement. Elle m'a parlé, je suis allée aussi dans cet autre Istanbul rencontrer les gens dont elle voulait parler, qui étaient importants pour elle et pour le livre. Mais combien de temps t'es resté à Istanbul? 2 mois. T'es resté 2 mois? Ouais. OK, wow. Puis ça, c'est avec l'argent que tu avais réussi à ramasser pour le funding, tu as pu te permettre justement de rester là-bas. Oui, puis en parallèle, c'est ça, j'avais des dessins à faire pour répondre à mes financiers. Ah ouais, non, c'est ça. Donc, j'ai fait un projet parallèle où je ramassais dans les marchés, tu as des bouquinistes qui vendent des piles de photos d'inconnus, des photos de familles d'inconnus qui ont été ramassées je sais pas où. Moi, j'ai ramassé, puis je faisais des cartes postales avec ça. Je les dessinais à l'aquarelle, puis je les envoyais, ouais. Hallucinant, ça. C'était vraiment le fun. Wow! 2 mois là-bas, ouais. de contenu, de tout ça. Et là, tu dessines. Ouais. Et en 2018, cet ouvrage-là sort. Oui, c'est-à-dire 3-4 ans plus tard, quand même. OK. Ouais, c'est ça. Donc, je suis revenue, j'avais plein de dessins. Tassia avait plein de chroniques. Puis ça nous a pris un moment pour compléter chacun de notre côté et mettre ça ensemble. Donc, associer les images
avec les écrits. L'éditeur, les éditions du Passage ont fait une super job aussi à justement nous aider à créer cette trame-là, ce dialogue entre le dessin et les mots. Est-ce qu'on te voit dans ce livre-là? Non. OK. Non, Parfait. c'est vraiment Tassia qui avait la responsabilité de la narratrice. Là. Parfait. Moi, Contrairement à cet ouvrage que nous allons discuter à l'instant. Oui, avec ma face sur la couverture. Mais non, écoute, le film de Sarah... Premièrement, on peut peut-être nommer la chose telle qu'elle est. Sarah Fortin, que j'adore énormément, son film Nouveau-Québec est venu parler ici. C'était ma deuxième invitée ever du podcast. Sarah, c'est quelqu'un de spécial. C'est vraiment quelqu'un d'unique. Et c'est quand même, de tous les invités, tous les gens qui ont écouté le podcast me disent tous, j'aimerais que ce soit mon ami. Tout le monde. Les inconnus, ils capotent sur Sarah. Ils ont juste à faire un livre. C'est ça. Mais et c'est ça que j'ai trouvé assez amusant parce que dès que je l'ai ouvert, j'ai commencé à lire. Vous n'étiez pas des grandes amies là, au début. Là. Vous connaissiez. Hein? C'était une rencontre comme ça. Puis là, et c'est ça qui est arrivé. Là. L'idée, c'était hey, est-ce qu'on part? Est-ce qu'on fait ce projet-là? Tu t'en vas faire un film, je peux venir le dessiner. Oui, est-ce que je peux venir avec toi? Et dans ma tête, c'est est-ce que je peux devenir ton ami en le faisant? Mais il y avait ça. Il y avait définitivement ça. Il y avait ça qui était aussi présent. Je connais Sarah, tu sais, je la connais. On a eu cette conversation-là de podcast. On s'est rencontrés aussi avant pour d'autres projets qu'on planait. Je la connais assez pour dire que le portrait que tu fais d'elle, c'est exactement ça. Ah ouais, ça me fait plaisir que tu dises ça. C'est vraiment elle. Ça peut pas être plus elle. Même les mots, les expressions, le dessin aussi, tu sais. Je veux dire, tout ça, ça m'a extrêmement impressionné. Tu vas dans un... Tu sais, c'est un making-of. C'est un making-of d'un film, carrément. Mais en même temps, je me suis posé beaucoup de la question parce que j'ai vu le film 2 fois avant, il y a bien longtemps, mais il est assez imprégné pour que lorsque j'ai pris le livre, tu sais, j'avais ces images-là, je savais où est-ce qu'on s'en allait avec ça. Est-ce qu'on devrait le lire après ou avant d'avoir vu le film? Ah, ça, c'est pas mon problème, c'est le problème du lecteur. C'est le problème du lecteur. Mais est-ce que c'est quelque chose qu'avec Nouvelle Adresse, vous avez comme discuté un peu? Même pas? Non, moi, je voulais m'assurer qu'on puisse apprécier le livre sans le film. Mm-hmm. Ça, c'est important. Je voulais, en même temps, que tous ceux qui ont participé au film s'y reconnaissent, puis que ce soit un objet souvenir un peu pour eux. Mais pour moi, non, ça c'est important que ce soit vraiment indépendant, puis que ça nous donne envie de voir le film, oui. Mais que ça puisse vivre même si on ne le voyait pas. OK. Puis, est-ce qu'il y a des choses qui n'étaient pas dessinables? Quand je dis pas dessinables, c'est-à-dire pas présentables, des choses qu'on pouvait pas partager. Est-ce qu'il y a eu un peu de ça ou tu as eu vraiment une carte blanche bien entière? Parce qu'il y a des moments que, tu sais, j'ai trouvé ça assez incroyable. Il y a un moment dans le livre où Sarah discute avec toi, puis Sarah met en doute son propre film, tu sais. Mm-hmm. Puis, tu sais, même elle en a parlé aussi ici au podcast sur, la situation autochtone, tout ça, puis ces doutes-là, et tu les exprimes dans les... Puis ça, je trouvais ça cool, parce que c'était assez intime. Puis là, après, je me suis dit, est-ce que Caroline a vraiment plongé entièrement dans l'intimité de tout ça, où il y avait des trucs, où il y a eu des moments où est-ce que Sarah a fait, non, ça, je préfère peut-être pas que tu partages ça, ou... Les plus gros doutes sont venus de moi. Okay. Je pense que c'est moi qui ai dû me battre avec mon propre esprit de censure. OK. Au départ, je disais tout dans mes premières étapes. Là. Mm-hmm. Je disais tout, puis à un moment donné, j'ai vraiment eu la chienne. OK. Puis là, j'ai enlevé des trucs. Qu'est-ce qui puis finalement, je suis revenue. Mais qu'est-ce qui te faisait... J'en ai remis. Ta censure, ton autocensure, tu dis, qu'est-ce qui te faisait peur là-dedans? Je voulais pas faire chier personne. Je voulais pas que les gens... En fait, je voulais m'assurer que la représentation des gens dans le film soit juste, qu'eux s'y reconnaissent. Je voulais pas nécessairement être plus gentil que nécessaire, mais je voulais... Je sais pas comment dire. Ça a vraiment été difficile. Je pense que c'est le morceau le plus difficile de tout ce projet-là. C'est justement de jouer avec de trouver mon éthique. Mais premièrement, un dessin. Mais oui. Un dessin, mettons, tu me dessines. Qu'est-ce que tu fais? Là, tu as le choix éthique. Tu fais, je viens-tu souligner tel truc de son visage? C'est peut-être un truc qui l'énerve. Mm-hmm. Mais en même temps, je peux pas enlever le fait que je perds mes cheveux. Il faut que tu le montres. Mm-hmm. Et là, c'est savoir, est-ce que c'est flatteur? Est-ce que c'est sûr que c'est stressant? Puis c'est très différent, je présume,
que de faire un portrait comme ça pour quelqu'un. Là, c'est dans une trame narrative. Les personnages reviennent souvent. Faut que ça soit fidèle en même temps. Puis c'est sûr que ça doit être stressant. La première fois, t'as dû quand même être stressé un peu avec ça. Quand tu montrais tes premières pages, tes premiers essais de mise en place de l'histoire, les gens font « Ah, ça, c'est moi. Ah, OK. » Non? Mais je ne leur ai pas montré les premiers. OK. À un moment donné, j'ai décidé que je me le montrerais à certaines personnes. OK. Mais en fait, c'était vraiment à moi de décider qu'est-ce que... Tu sais, il n'y a personne qui m'a demandé de faire ce projet-là. Là. C'est moi qui ai décidé de le faire. Puis ça, c'est donc, bien. J'étais vraiment moi-même prise avec ces questionnements de valeurs et d'éthique. Mais je pense que le dessin... J'ai essayé, en fait, d'installer dans l'introduction du livre, en dessinant Sarah de plein de différentes façons. Oui, vraiment, c'est vrai, ça, d'ailleurs. Comme j'ai l'habitude de le faire quand je dessine des gens dans un café ou dans le métro. Là, j'ai moins fait pendant la pandémie, là. Mais c'est toujours... j'essaie même de peu regarder ma feuille, de regarder plus la personne, vraiment, que ce soit un travail d'observation, puis d'essayer de trouver le mouvement, les angles, puis surtout l'expression. Donc, pour moi, que ce soit ressemblant, c'est pas vraiment ça qui est important. Donc, dans les premières pages du livre, je me dédouane un peu de ça parce que je dessine Sarah plusieurs fois là, sur 5-6 pages, puis à chaque fois, elle est assez différente. Puis c'est l'ensemble de ces dessins-là qui font une Sarah qui, pour moi, est juste. Puis quand tu dis tu regardes pas la page, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire tu regardes pas l'état général ou littéralement tu mets ton crayon puis tu sais vraiment un peu comme tu diriges? Je trouve ça vraiment plus important de regarder ce que je dessine que de regarder le dessin. OK. C'était pas nécessairement le cas pour des dessins que j'ai faits a posteriori dans le film, dans le livre, parce que je voulais que les lecteurs puissent suivre. Mm-hmm. Mais quand je fais des portraits pour moi, là, en dessinant les gens, puis sans avoir à leur montrer, je regarde souvent pas beaucoup ma feuille. Mais c'est ça la différence, c'est que là, non seulement cool. Il fallait que je leur montre, ils allaient voir le livre, mais il y a beaucoup d'autres gens qui allaient lire le livre, qui allaient le voir, puis qui allaient porter un jugement eux-mêmes sur les gens que je dessinais. Donc, c'est là que les questionnements puis les doutes sont rentrés. Là. Est-ce qu'il y a eu des remarques de gens qui t'ont amené du doute? Ou... Je pense que la seule fois, c'est vraiment peu arrivé. Je ne l'ai pas montré à beaucoup de gens avant. Là. OK. Je l'ai montré à certaines personnes. Sage décision, parce qu'après, tu veux rester dans ta ligne, tu veux garder l'esthétique que tu fais. Je voulais pas commencer à avoir plein de commentaires de gens qui disent « Ah non, mais là, moi, j'ai pas le nez de même. » Puis comme, non, ça, c'est moi qui dessine ton nez, là. C'est pas ça, là. Mais je l'ai montré à certaines personnes. Par exemple, telle personne qui est là pendant 2 pages, où c'est vraiment un épisode où cette personne-là est très présente, puis elle dit des choses. Là, je voulais m'assurer que les souvenirs soient justes, puis que les intentions soient bien représentées. C'est surtout ça, en fait, plus que les dessins. C'est plus dans l'écriture que c'était problématique pour moi. Ouais. Que c'est un gros apprentissage, en fait, de trouver comment faire du documentaire qui soit juste, parce que c'est pas comme si je les avais filmés puis j'avais fait du montage. C'est moi qui paraphrase souvent. Oui, absolument. Puis ça, c'est éthiquement, j'ai trouvé ça très difficile. Mais tu dis documentaire, est-ce que tu considères ce livre-là comme un documentaire? Pas loin. Pas loin? Pas loin. Pas loin. Qu'est-ce qui fait que ça l'est pas entièrement? C'est que c'est mon interprétation. Mm-hmm. C'est mes souvenirs. J'ai quand même fait beaucoup d'enregistrements audio, j'ai pris beaucoup de photos. Ah, c'est ça, j'étais intéressé de savoir. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a des moments, il y a des plans, il y a des images qui me reviennent à cause du film, tu sais. Puis je me disais, ça se peut pas que Caroline a dessiné ça on spot à ce moment-là. Donc, il y avait un travail de photo. Puis comment ça marche, c'est ça, je vais essayer de comprendre. T'as un super bon appareil, tu prends des photos, après tu les mets sur ton ordi, tu observes, tu reproduis, ou juste avec ton petit iPhone, c'était assez... Comment tu procédais pour ça? Je dessinais tout le temps. Oui. Je dessinais tout le temps, mais ce que je dessinais tout le temps, je prenais beaucoup de photos avec mon iPhone. OK. Puis j'avais une enregistreuse Zoom sur moi. Mais ça, l'enregistreuse Zoom, c'était justement pour capter le moment. Je présume même comment les gens discutaient parce qu'il y a tellement de mots, tu sais, c'est comme hallucinant. Là. Non, mais il y a beaucoup de mots, puis il y a beaucoup de dialogues, il y a beaucoup de... Puis là, c'est ça, je me disais, c'est pas juste la mémoire qui embarque là-dessus, ça se peut pas. Et donc, c'est ton Zoom que tu reproduisais les scènes dans ta tête? C'est pas juste la mémoire, mais en dessinant,
En dessinant, puis en étant activement à l'écoute de qu'est-ce qui se raconterait bien, qu'est-ce qui serait intéressant à raconter. Ce processus mnémonique-là fait que mes souvenirs sont concentrés en fonction de ce que je retiens pour le livre. OK. Puis les enregistrements, je les ai pas écoutés systématiquement après, ça n'avait pas de sens, là. Mais ça en fait beaucoup. Ben oui, ça n'avait aucun sens. Mais s'il était là au cas où, si je voulais, j'avais besoin à un moment donné de... Parce que JS, un des comédiens, parle beaucoup. C'est très drôle ce qu'il raconte. Puis à un moment donné, j'étais comme, OK, j'ai besoin d'un JS ici qui dit quelque chose de drôle, là, mais qui n'a aucun rapport avec l'action. Donc, tu reprenais ça. Donc, je fouillais pour trouver quelque chose comme ça. Puis des fois, même si c'était pas à ce moment-là, il l'avait dit dans une situation similaire. Donc, c'était correct. Il est drôle, lui? Il est très, très drôle. OK. Mais son drôle, il est assez dramatique. Oui, c'est difficile c'est difficile de penser qu'il peut être amusant, honnêtement. Ah non, il est tellement sweet, puis il est tellement comique. Comique dans le sens que ce qu'il raconte, c'est très drôle, mais il parle beaucoup. Puis en fait, un moment que j'ai pas... Des trucs que j'ai coupés, en fait, c'était pas parce que c'était pas fin, c'est juste parce qu'il fallait que je coupe des trucs, là. Un truc que j'aurais vraiment aimé dans le livre, c'est le moment où on est tous autour de la table, puis on mange, c'est le lunch. Puis JS, il parle non-stop. Puis Sarah a dit... C'est pour ça que j'ai fait un rôle où tu parles pas, comme ça, quand je crie action... c'est là que t'arrêtes de parler. Écoute, c'est quand même pas pire qu'est-ce que tu dis là, parce que non, vraiment, c'est fou quand même, hein, comme une image de film peut te rester vraiment imprégné. Tu sais, on dirait que même la personnalité de Christine dans le film, on dirait vraiment que c'est Christine. C'est bizarre, mais lui, ben OK, finalement, c'est peut-être pas ça. je trouve ça bien. Non, c'est un excellent comédien, en fait. Ben oui. Et donc, ces dessins, donc, oui, tu disais, tu dessines constamment. C'est certain que des fois, tu dessines dans des conditions, tu n'as pas une table, c'est toujours, là, tu te promènes dans un cartable que tu tiens un peu sur toi-même. Un petit cahier. Mais l'idéal, c'était pas justement de te retrouver à ta chambre d'hôtel avec un bureau, probablement, non? Parce que majoritairement, est-ce que tu dirais que la grande majorité de ces dessins-là, justement, ont été dessinés sur tes bras, là, je veux dire, en tenant un objet solide pour... C'était ça mon intention au départ, mais ce que j'arrivais à dessiner sur place, c'était pas nécessairement intéressant pour les lecteurs. OK. Donc, en fait, je me suis mis en scène beaucoup plus en revenant. C'est vraiment plus en revenant de Shefferville que là, j'étais prise avec tous ces dessins. C'est comme, mais c'est pas un livre, là, c'est juste des esquisses, j'ai un carnet d'esquisses, là. Okay. Ça aurait pu être ça. J'aurais pu décider de publier ça. Ouais. Je sais pas si ça aurait été avec cet éditeur-là, mais en tout cas, c'était peut-être, mais je pense qu'il y aurait été game, là. Mais c'était pas une BD. Mais quand t'es revenu justement avec ce cahier d'esquisses-là, l'idée de la BD n'était pas encore établie. Je savais que je voulais que ce soit une BD, mais je savais pas encore comment me rendre là. OK, carrément. Ouais. Qui t'a encadré à mettre les morceaux ensemble? Renaud Plante, chez Nouvelle Adresse, a vraiment été un allié incroyable, qui m'a laissé beaucoup de liberté. Puis à chaque fois que je lui montrais une version, m'arrivait avec des commentaires super judicieux, puis vraiment précis, okay. Encourageants, mais vraiment, il faisait une vraie lecture, puis il allait vraiment m'aider à décortiquer des trucs qu'il fallait régler, là. Tous ces dessins-là, tu les as encore? Oui. Ça en fait beaucoup oui. Il faut que tu mettes ça quelque part, je sais pas. Oui, il y en a quelques-uns au moment où on se parle encadrés sur les murs du Café du cinéma moderne. Oui. D'ailleurs, avant que j'oublie, c'est cette semaine que nous allons être, toi, moi et Sarah, au cinéma moderne pour faire une petite discussion. C'est la date encore, je ne l'ai pas. C'est le samedi 12 novembre à 13h30. Exactement, dans lequel on va discuter avant la projection du film. Non, ou après? Après la projection. Non, tu peux le dire au micro. Je pense que c'est après. C'est après? Ça me semble que ça a plus de sens après. En tout cas, tous les détails vont être sur notre page de l'émission pour venir nous rencontrer. Et ça va être l'occasion d'échanger un bon vieux Q&A comme on aime sur le livre et sur le film. Donc, il y aura beaucoup à discuter. Puis c'est aussi la scale pour l'exposition qui va être démontée le lendemain. Donc, okay. Si vous voulez voir des planches et peut-être en acquérir une pour un cadeau de Noël à votre maman. Oui, elles sont à vendre. Elles sont à vendre. Okay. Mais j'ai aussi 200 autres planches originales, sans compter les cahiers originaux. En plus. Parce que j'ai les cahiers à dessin de terrain.
OK, c'est ça, les cahiers de terrain. Ça, je sais pas quoi faire avec, mais j'ai pas envie d'enlever des pages. J'avoue, mais garde-les. Ouais. C'est du souvenir. T'en as beaucoup? J'en avais apporté 10, j'en ai rempli 4. OK, quand même. Puis ça, c'est des gros cahiers, là? Comme 200 pages. Là. 200 pages? 4 fois 200 pages? Peut-être 150, ouais. Oh mon Dieu. OK. Là, je comprends quand tu disais que tu dessinais tout le temps. c'est pas une blague, là. Oui, non, je dessine tout le temps. Il y a des notes là-dedans aussi. Puis là, les dessins qu'il y a dans le livre, c'est un mélange de ces dessins-là scannés. C'est ça. Donc... Et des dessins que j'ai faits après. Parce que j'ai appris à faire une bande dessinée après. Quand j'étais là-bas, je savais pas dans quoi je m'embarquais. Je pensais que je pourrais faire comme Mathieu Sapin dans Journal d'un tournage, Okay. sur le tournage de... Il a fait une bande dessinée sur le tournage de Gainsbourg Vie héroïque de son copain Johannes Faure. Puis c'est vraiment une grande source d'inspiration pour ce livre-là. Mais je veux dire, Mathieu Sapin, ça fait 20 ans qu'il fait ça. Là. Quand il voit quelque chose qui se passe, il sait déjà comment le dessiner, comment le raconter. Ben, là. ouais. Moi, j'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. J'ai appris à le faire après. C'est quand même fou, ça. C'était quand même... Quand on y pense, c'était un risque incroyable. Une aventure, puis t'as été parti là-bas pendant un mois? Un mois. J'ai assisté à des rencontres de pré-production aussi dans les bureaux des producteurs. Mm-hmm. Puis quelques semaines plus tard, on partait. Là, ouais. Et pendant... Ce que je trouvais drôle, pas drôle, mais ce que j'aimais dans la bande dessinée, tu mettais pas en doute ta présence, tu sais. Je trouvais. J'avais décidé de le faire, donc j'étais là. Non, mais je sais, tu sais, moi, quand je regardais le film, tu sais, c'est loin. Il n'y a pas grand-chose. La nourriture, c'est difficile à trouver. Puis même Sarah m'en a parlé. Elle a dit, tu sais, c'était pas un tournage si facile que ça, là, tout ça. Elle dit, c'était compliqué. Il fallait communiquer avec les communautés. Il fallait convaincre les gens qui sont pas acteurs d'acter. Puis ça avait l'air d'un truc assez complexe. Puis même j'essayais de m'imaginer aller là. Puis j'étais, non, je pense que je serais pas capable. Ça m'angoisserait d'être autant éloigné avec des ressources limitées, tout ça. Toi, ça t'a pas buggé un instant? Tout ce que tu racontes, c'est toutes les raisons pour lesquelles je voulais y aller. Tu voulais y aller? OK, ben regarde. Puis... On est différents là-dessus. Je rajouterais le 12 heures de train. Le 12 heures de train. Mais ça, par contre, tu as vu un paysage que je ne peux pas imaginer. Là, c'est magnifique. On le voit bien dans le film. On le voit bien aussi. Puis il y a 2-3 dessins que tu as fait du train. Je trouvais ça extraordinaire. Puis la run de train aussi, j'en revenais pas que ça prenait autant de temps à se rendre. Ça dépendait de la température, ça dépend d'un paquet de facteurs. Tu t'es fait des nouvelles amitiés, sûrement, sur ce tournage-là? Là. Ben définitivement, après ça... En partageant comme ça le processus de Sarah, c'est sûr qu'on s'est beaucoup rapprochés. Je dirais Christine Beaulieu aussi, qui est la protagoniste principale du film, et non du livre. Mm-hmm. Mais d'ailleurs, parlons de ça un instant, parce que tu vas faire l'illustration de son prochain livre qui s'appelle « Les saumons de la Métissipou sur les éditions de La Bagnole en 2023. Donc, présentement, tu es là-dedans ou c'est complété? Pas encore. Non, j'ai à peine commencé. Ah, tu as à peine commencé. Et moi, est-ce que c'est un livre qu'elle avait déjà fait auparavant? Ça, je connais pas. En fait, c'est un peu comme J'aime Hydro. C'est un show documentaire qu'elle a présenté au Jardin de Métis. OK. Suite à... Elle s'est fait offrir une carte blanche dans la structure de l'architecte Pierre Thibault, qui est installé au Jardin de Métis. Puis c'est sur le périple du saumon, sur la rivière, de la rivière Métis. Métissipus, c'est ce que ça veut dire. Ouais. Puis, elle s'est fait proposer d'en faire un livre. En fait, les éditions de La Bagnole voulaient faire quelque chose avec elle. Elle a proposé de faire une version livre de ce show-là. Puis, en fait, c'est à la première d'équipe de Nouveau-Québec qu'on s'est croisés, puis elle parlait de ce projet-là. Puis là, sans aucun scrupule, je lui ai dit que je dessinerais avec plaisir ces saumons. C'est devenu ça. Aïe, aïe. OK, simple comme ça. Mais là, par contre, la démarche est différente parce que c'est un show existant. Donc, je présume que, évidemment, tu as vu le show, tu as lu, c'est tout écrit, ce scénario-là, mais tu dois créer différemment parce que tu n'es pas sur les lieux, tu n'es pas là-bas. C'est vraiment de l'illustration. C'est l'illustration pure et dure. Oui, il y a une mise en page du texte. Puis moi, je complète avec les dessins. La contrainte étrange, dans ce cas-ci, mais pas étrange, mais le nouveau défi, chose qui ne me dérange pas dans la vie, mais il faut que ce soit au crayon de bois. C'est une demande de Christine, elle voulait que ce soit au crayon de bois. Tout entièrement au crayon de bois? Oui. Je vais peut-être mettre un peu de la vie des fois en arrière. Mais, donc, c'est quoi la raison? Parce que je trouve ça beau.
Ici, une belle raison. dans le film de Sarah, tout est dans tes carnets, justement. C'était quoi la technique de... C'est quel instrument tu utilisais? C'est une plume avec de l'encre noire indélébile, OK. puis de l'aquarelle. De l'aquarelle en plus. Mhm. OK. Par contre, dans dans mes carnets, ça, c'était ça directement, c'est de l'encre. Dans les dessins que j'ai faits après, où c'est plus scénarisé, où je raconte, puis ce qui a fait l'objet de plusieurs allers-retours avec moi-même. Est-ce que c'est le bon plan? Est-ce que c'est la bonne disposition des cases? Les lignes noires sont faites dans un logiciel qui s'appelle Procreate au iPad. OK, carrément. Oui, dans lequel j'intégrais les dessins aussi. Je faisais ma mise en page, je faisais les lignes noires. Je les ai imprimés sur papier aquarelle pour pouvoir peindre directement sur papier, puis les rescanner et remonter les pages après. C'est fou comment on peut, quand on n'est pas dans ce milieu-là, on n'en a aucune idée de toute cette espèce de transfert, de scan, tout ça, parce que moi, comment t'appelles ça? Oui, les plages de dessin. Tu sais, moi, je suis un consommateur de bande dessinée, mais tu sais, en tout cas, c'est peut-être pas exactement comme ça, mais tu sais, j'aime toutes sortes de formats, mais comment je pourrais dire, de la bande dessinée plus d'action, tout ça, ben c'est toujours le même format avec les cadres, tout ça. Ici, c'est tellement plus libre que l'organisation. Tu sais, même, je m'apposais tout le long en regardant chaque dessin. Tu sais, je me disais, c'est pas fait en une seule page. Ça, c'est sûr qu'il y a un mix. C'est un dessin qui a été pris à ce moment-là, qui est mixé avec ça. Puis une mise en page, c'est long. Ça doit être long à faire, ça. C'est beaucoup de gossage, beaucoup d'essais, et donc d'erreurs, et de recommencer. Ouais, puis c'est un gros apprentissage, ça a été mais quelque chose qui est vraiment important pour moi dans tout ce qui est visuel et narratif, c'est je veux vraiment que ce soit facile pour le lecteur de savoir où regarder. Mais ça a été très difficile pour moi parce que je l'avais jamais fait de cette manière-là avec des phylactères, les bulles de dialogue. Ouais. Dans quel ordre on le lit? Dans quel ordre vont les regards? Comment est-ce que le dessin nous amène dans la mise en page au prochain morceau? Ouais. Dans quel ordre on lit? Ça a été beaucoup, beaucoup de gossage. Parce que j'avais des intuitions, puis c'est comme, ah non, moi je le voyais dans ce sens-là, la personne était à gauche, mais si je le mets dans ce sens-là, le phylactère, il faudrait qu'on le lise dans l'autre sens, puis le lecteur va jamais faire ça. Exact. Donc il faut que je change les valeurs de plan des fois aussi pour que ça puisse rentrer, que le zigzag de gauche-droite en bas, gauche-droite en bas du lecteur puisse fonctionner dans l'action, puis que ce soit, qu'on voit pas les coutures de ça. Là. Non, ça devait être très long. Mais combien de temps? Mettons, OK, t'es revenu du tournage, c'est cool, t'as tout ton matériel. Mm-hmm. Pour avoir cette version finale que j'étais dans mes mains, cet objet-là... Presque 3 ans. Mais j'ai pas travaillé là-dessus non-stop. C'était à temps partiel un peu. Ben, il y a des mois pendant lesquels j'ai pas travaillé dessus, mais c'est pas parce que j'y pensais pas, c'est parce que on dirait que j'avais peur ou que je scrollais non-stop sur Facebook parce que tout à coup, il y avait une pandémie mondiale ou je savais pas s'il fallait que je lave mon épicerie. Ouais, non, j'avoue. Ouais, en fait, quand la pandémie est arrivée, je venais de fermer la porte de mon bureau puis de m'enfermer dedans pour faire ça à temps plein. Puis on dirait qu'au contraire, ça m'a complètement... ça m'a donné une excellente excuse pour pas le faire. Mais c'était quand même un projet un peu de pandémie en même temps, parce qu'il a été surtout... Ça aurait dû, mais oui. Mais ça l'a été, c'était créé à travers ça en même temps. Ouais, mais plus, on dirait que j'ai vraiment plus embrayé depuis 1 an. OK. Ouais. Okay. Ben, c'est parce que j'ai eu beaucoup à apprendre, c'est ça, vu que c'est la première. Ouais. Puis c'est comme faire un montage de 1 mois de ma vie. Il y a beaucoup de choses à élaguer. Des fois, c'était pas les bonnes, j'étais pas sûre, beaucoup de doutes. Ouais. Chaque étape était vraiment le fun, par exemple. Puis je suis vraiment fière du chemin parcouru. Ben, puis t'as appris. Ouais, c'est fou, là. Terriblement. Ouais. Là. T'as appris quelque chose sur toi, mais aussi sur comment ça fonctionne, faire un livre pareil. Mm-hmm. C'était indiscret ce que je vais demander. Si tu veux pas répondre, c'est correct. C'est pas vraiment payant faire un truc de même. Puis, comment ça marche? Est-ce qu'il y a des subventions que tu as pu avoir pour créer? Parce que, je veux dire, t'es parti là 1 mois de temps. Je veux dire, tu fais pas d'argent. Là, tout le monde dit ça dans le milieu. Moi, je parle en tant que musicien, faire un disque, tu fais pas d'argent. Tu ouvres ton cœur, ton âme, tu donnes tout, puis à la fin, littéralement, tu fais pas d'argent. Mm-hmm. Dans ce cas-ci, c'est-tu ça aussi qui se passe pour les livres? Oui, c'est sûr. J'ai eu des bourses. J'ai eu une bourse de déplacement. 2 bourses de création, exploration, là, okay. du Calque. Ouais. Donc, Conseil des arts et des lettres du Québec pour aller là-bas.
OK. et aussi pour faire la production comme telle. Mais je veux dire, dans ce que j'ai déposé, je disais que ce serait 6 mois. Alors que c'est sûr que Ah oui, OK, je le vois. OK, 6 j'avais mois, pas 6 remarqué. mois de travail, 6 mois de salaire, c'est pas comme 3 ans. Là. Nope. Ça dure pas 3 ans. Non. Non, mais c'est ouais. d'où le point de vue que oui, peut-être il y a de l'argent qui aide au début pour le projet, mais finalement, c'est qu'on prend bien plus de temps que prévu sur ces trucs-là. Mais oui, si il avait fallu que je remette il y a 2 ans, j'aurais pas été fière, là. Non. Puis ça reste. C'est ça le problème. Ça reste pour Ben toujours, oui, cet c'est ça. objet-là. Puis Renaud, mon éditeur, a vraiment été bien pour ça. Il disait, s'il sort pas là, c'est pas grave, là. Ouais. Comme on est mieux d'avoir quelque chose dont t'es fier. 2 livres que tu as faits sont associés à des voyages. Là, le prochain que tu fais qui illustre, c'est pas le cas, mais c'est correct. Est-ce que tu es déjà en train d'essayer de chasser la prochaine aventure pour un autre livre? C'est vraiment une bonne question. Je dirais oui, mais je suis pas encore rendue. On dirait qu'il fallait que j'accouche de celui-là. Avant, ouais. Qu'il y ait un baptême et tout, là, pour qu'il Oh, vive sa je vie comprends. dans le monde. Avant de pouvoir me lancer dans d'autres choses. Corps et âme, j'ai une poche à idées, là. Ouais, t'as une poche à J'ai une idée? bonne poche à idées, là. Bientôt, je vais la vider sur un bureau puis faire des tris, là. OK. Avec une mise en scène de toi encore en avant. T'as-tu aimé ça, te mettre en scène? Ça, je pense que ça a été vraiment un des plus gros apprentissages. Je suis une personne très pudique. OK. Puis de faire entrer les gens dans ma tête, ça a vraiment été difficile de trouver, en fait, c'était quoi ce personnage-là? C'est quoi cette... Moi, je l'aime bien. C'est quoi la ligne, ouais? Ouais, je l'aime bien, moi, Caroline. Mon chum, il l'appelle Sexy Tintin. Sexy Tintin? J'aime ça. Ça pourrait être Il y a un projet ici, là. Sexy Tintin. Mais, tu sais, faire partir à l'aventure pour la dessiner, là, c'est clairement quelque chose de le fun. Te dessiner, ça doit être bizarre, ça aussi. Les premières fois quand tu t'inclus dans le dessin, tu te regardes, tu sais, OK, là, je suis dedans, je suis dans l'histoire. Tu veux pas prendre trop de place, parce que c'est le film de Sarah, comme on dit. Mais non, je trouve que c'était... Il y avait pas, je veux pas dire naïf, mais il y avait une... Caroline, dans le livre, elle a une espèce de joie de vivre qui est quand même agréable. Puis je pense que ça te représente bien, mais on se connaît pas beaucoup, mais du moins tout le long, je me disais, aïe, il y a une onde, tant de positivité dans ce projet-là, venait de ton regard, de comment tu décris les choses. Puis je trouvais que je me suis même dit après ça, je me disais, ça peut être un personnage qu'on va revoir. Ça. Ben, j'aimerais ça. Je pense que oui. Faut trouver la bonne aventure. Faut trouver la bonne aventure, parce que c'est ça, c'est long à faire, hein. Puis pour faire ressortir les bons trucs, il faut vraiment que je me replonge dans cet endroit-là, dans ce moment-là. J'ai même essayé de faire des espèce de méditation pour essayer de OK, à quoi je pensais? C'était quoi mon sentiment à ce moment-là? OK. Ça, c'est un truc que je ferais différemment. Je prendrais des notes assez différentes. J'irais beaucoup plus en profondeur à mesure sur comment je me sens quand telle personne a dit ça. Parce qu'aller rechercher ça après, aller refouiller, repêcher ça, c'est vraiment difficile. Ouais, ça, quand tu ne l'as pas noté, là. Mais au moins, là, tu le sais pour les prochaines fois. Là, je le sais pour les prochaines fois. Puis j'aimerais ça. Oui, c'est sûr, j'aimerais ça refaire ça. Mais c'est ça, il faut vraiment que j'aime l'endroit où je vais. Puis que j'ai envie d'y retourner. Parce que je vais retourner pendant au moins 1 an, c'est sûr. Tous les jours. Et les gens aussi. Les gens avaient quitté. Faut vraiment qu'il y ait de l'amour, sinon ça tient pas. J'aurais jamais fini ce livre-là si j'avais pas aimé l'endroit et les gens. C'est quand même cool, mais c'est vrai que c'est important, ça. L'environnement, là, artistique dans lequel tu baignes quand tu fais un projet comme ça, si c'est juste... pas juste... Même, il y a un élément qui est désagréable, ça peut comme t'empoisonner pendant un bout. Mm-hmm. Donc, c'est important d'être bien entouré. J'aimerais ça qu'on parle aussi, parce que en ce moment, t'as fait aussi des animations, si on peut dire aussi, conceptrice de séquences animées pour la série Ambassadrice à Radio-Canada, qui a commencé, là. C'est sorti... C'est terminé. C'est terminé? Oui, c'est terminé. La dernière a été diffusée la semaine dernière. Avec Geneviève, qui a réalisé... qui est venue ici au podcast, déjà présenter son film. Comment c'était ça, faire de la séquence animée? C'était-tu la première fois? J'adore faire ça. Non, c'était pas la première fois. C'était la fois où c'était le plus substantiel, je dirais. Mm-hmm. Mais en gros, c'est que c'est du documentaire dans lequel j'insère des animations. C'est pas moi qui anime, c'est moi qui storyboard, qui dessine,
Puis mon dessin, en fait, qui est fait dans l'équivalent de Photoshop, c'est beaucoup de layers, de couches, qui sont conçues en fonction de l'animation. OK. Donc, mettons, je suis devant ce micro, je te parle, le micro doit être séparé de mon visage, la bouche doit être séparée, il doit y avoir plusieurs bouches, Oh boy, le OK. background est séparé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe dans le background qui doit être séparé aussi? Est-ce que l'oiseau qui passe dans le background a les ailes séparées du corps? Tout ça, là. C'est comme ça que ça fonctionne. Ben, en tout cas, pour ce genre d'animation-là, c'est comme ça que ça Moi, fonctionne. j'en ai vu des extraits, c'est super beau, mais je savais pas que fallait faire une isolation des éléments de cette façon. Oui, c'est ça, il faut vraiment concevoir qu'est-ce qu'on veut qui bouge et comment. Ben, le comment, c'était plus l'apanage de l'animateur, Joey Ouais, Pelletier, qui avait fait une super job. Puis c'est ça. Donc, c'était 2-3 minutes d'animation par épisode. 5 minutes d'animation à peu près par épisode d'une heure. En art visuel, est-ce que tu as eu, je le demande souvent aux invités, est-ce que tu as eu un ou une mentor qui t'a guidé ou quelqu'un que, pas nécessairement de proche ou même de loin que tu observes toujours du coin de l'œil, qu'est-ce qu'ils font, qui t'inspire et qui t'aide à améliorer ce que tu fais? En art visuel, des gens que Ouais. j'ai côtoyés en personne, là, pas des gens que j'ai Je vus. sais pas, tu sais, mettons, moi, regarde, dans mon cas, j'ai eu un professeur, bon, j'ai quelqu'un qui m'a toujours un peu guidé, qui, mettons, quand j'ai des doutes, je me retourne vers lui pour qu'il me dise qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, est-ce que j'ai bien joué, c'est faux, c'est juste, est-ce que, tu sais, j'ai comme un guide, il y en a plein, il y en a qui en ont, il y en a qui en ont pas. Mais tu sais, j'étais curieux dans ton cas si t'avais quelqu'un qui était présent. Pas vraiment, pas de manière. Il y a plusieurs personnes qui ont été des alliés ici et là Ouais. dans mon parcours, mais vu que j'ai pas une pratique très cohérente, je veux dire, c'est assez varié. Donc les disciplines sont variées aussi, puis Ouais. il y a pas vraiment. J'ai beaucoup de modèles, les gens que j'ai lus ou que j'ai lus et qui m'entourent, mais non, il n'y a pas vraiment eu une personne qui. J'aurais beaucoup aimé, en fait. J'aurais beaucoup aimé avoir quelqu'un comme ça. Ouais. Si jamais quelqu'un a envie d'être cette personne-là, je suis là. Ah, tu vois? C'est un beau cadre, ça met l'appel. Dirigez-moi. Aidez-moi. Aidez-moi. Secours. Écoute, on est rendu à la prescription. Alors, Caroline, je t'écoute. OK. Je vais me répéter un peu. Prescription numéro 1, sans grande surprise, tout ce que a jamais sorti, l'association, une maison d'édition en France, les carnets de Johannes Farr, les petits riens de Louis Trondheim, je sais pas si c'est là-dessus ou si c'est sur autre chose, mais tous ces super dessinateurs BDistes qui racontent les petits riens de leur vie et les scénarisent pour notre plus grand plaisir. Et ça, c'est la ligne conductrice de cette maison d'édition? Oui, c'est souvent ça. Bonne question. Je sais pas s'il y a de la fiction là-dedans aussi. Je pense qu'il y en a peut-être un peu, mais c'est surtout des carnets. Okay. En tout cas, moi, c'est ça c'est cette ligne-là qui m'intéresse le plus dans ce qu'ils font. Est-ce qu'il y en a un en particulier que tu trouves qui est un incontournable qu'on devrait lire? Qui t'a plus marqué? Tous les petits riens de Louis Trondheim. Je connais pas. C'est une série. C'est une série. Il y en a sorti quelques-uns. OK. Excellent. Les carnets de Johannes Farr aussi, c'est une série. OK. C'est noté. Sinon, il y a une artiste américaine que j'aime beaucoup qui s'appelle Tara Booth. Tara Booth. B-O-O-T-S, je présume. Oui, B-T-H. T-H, pardon. T-H, T-H. Parfait. Okay. Qui dessine, qui peint de façon très colorée et, je dirais, très vulnérable des morceaux de sa vie. Okay. Je trouve ça vraiment magnifique et je trouve qu'on est privilégié, en fait, d'avoir accès à ces morceaux de sa psyché. OK. Puis elle fait... Oh mon Dieu, oui, je vois à l'instant.
Jesus. OK. Ça va dans plein de sens. Puis en plus, quand même, on peut nommer les choses telles qu'elles sont. Elle fait dans la BD. Elle fait de plus en plus, de la peinture aussi. Mm-hmm. Et elle a une magnifique, je le vois à l'instant, une magnifique sélection d'impressions qu'on peut acheter à des prix très abordables. Vraiment. On voit, ça commence à 100$. Et il y a un magnifique David Bowie que je viens de voir. Et ainsi qu'un paquet de trucs aussi. Il y a des portraits. Il y a un très beau t-shirt avec des petits champignons colorés que j'aime beaucoup. Ben, c'est ça. Et tout ça, ben, c'est quand même cool, les prints qu'on peut maintenant se procurer. Ils sont signés, tout ça. Mon Dieu, c'est bien cool. La palette de couleurs est fantastique. Puis elle se dessine, elle se met en scène sans aucune gentillesse, aucune bienveillance. Non. C'est vraiment son processus, c'est tout mettre sur la table, toute la laideur, tous ses sentiments d'incapacité, ou tout ça est vraiment complètement ouvert. Je trouve ça magnifique. Je connaissais pas du tout. Comment t'as découvert? C'est juste comme par hasard Instagram? Les internets, là. OK. Quand même, on dira ce qu'on voudra. Insta pour ça, Instagram pour les arts visuels. C'est la seule raison pourquoi je suis sur Instagram. C'est la seule. Moi, je m'en contrefiche. Je vais pas faire de peine à mes amis, mais je n'en suis aucun. Je ne suis que ceux qui font des dessins. Ben ouais, puis mais c'est fait pour ça. Pour être à jour aussi, savoir qu'est-ce qu'ils font. Moi, c'est tout des artistes visuels. C'est juste ça que je regarde. On dirait que c'était créé pour ça, même si, bon, c'est pas nécessairement le cas. mais bon. OK, cool. Excellent. C'est noté Tara Booth. Vous regardez ça, un magnifique site. Puis, ma troisième prescription serait l'œuvre complète de Joël Vaudreuil. Ah, cher Joël. Mais et à souligner, c'est quand même Joël qui a fait le logo de l'émission. Ouais, il m'a dessiné à 5 versions de moi-même. Et à être extraordinaire, qui va venir à l'émission. Ça fait quelques fois que j'en parle, mais on a décidé ensemble qu'on allait attendre pour la sortie de son long métrage d'animation. Un long métrage d'animation qui au Québec n'est pas une pratique courante, disons-le. Il y en a peu. Ben oui, quel dommage qu'il y en ait peu, mais quelle chance que ce soit Joël Vaudreuil qui nous en offre un. Oui, c'est lui qui va se lancer là-dedans. Entre autres, il est quelqu'un d'amusant à suivre sur Instagram, justement, parce qu'il met toujours des petites courtes animations sur lesquelles il travaille. C'est toujours amusant, mais c'est toujours extrêmement bien fait. Il est c'est un être exceptionnel aussi. Donc, absolument. C'est comme le sage Paparaton. Paparaton? J'aime ça. Toujours un mot de sagesse. C'est vrai? Ah non, ouais. Ah oui, c'est vrai. Ouais. En fait, quand tu m'as demandé si j'avais quelqu'un qui m'avait un mentor, qui m'avait suivi, je pense que sans nécessairement que ce soit officiel, sans que ce soit nommé, je suis toujours très à l'écoute des sages paroles de Joël. Ah oui. Qui est très généreux aussi de son... Non, c'est la générosité, oui, c'est très, très présent. Mm-hmm. Donc, Adam change lentement, premier long métrage d'animation de Joël Vaudreuil. Ça va être super. Oui. J'ai très hâte de voir. Qui devrait sortir, je pense, peut-être c'est bientôt, ça arrive à une fin, normalement, premier tiers de 2023, si j'ai bien compris. Quand même. Ouais. Ça va non, c'est excitant. Je pense qu'on va être une gang pour aller voir ce moment. Une gang à être content. Ouais, vraiment. Est-ce que d'autres... ben là, oui, il y a cette discussion-là qu'on fait le 12 novembre. Mm-hmm. Est-ce que d'autres trucs qui s'annoncent prochainement pour toi qu'on peut te suivre? Ou... S'il y a des auditeurs sur la Côte-Nord, je viens vous visiter avec Sarah, normalement. Sarah m'accompagne pour une petite tournée nord-côtière de Le film de Sarah. On partirait 2 jours après notre conversation au cinéma moderne. On partirait le lundi 14. Bécomo, Sept-Îles, Shefferville, Metimekush-Lac-John. Vous retournez là-bas. Ouais. Pas le choix. Si le livre appartient à ces gens-là autant qu'à nous. Là. Ben oui. Il faut que j'aille en personne l'offrir au protagoniste du livre, là, c'est sûr. Puis tu vas rester là quelques jours? Quelques jours. Ben, t'as pas le choix, tu sais pas. C'est sûr que tant qu'à être là, on va partir le lendemain. De toute façon, il y a juste un train par semaine. Donc, vous allez rester une semaine? On arrive, on prend le train du jeudi, puis on repart le mardi. Wow. En fait. Tu dois avoir hâte? J'ai super hâte. Puis là, c'était pas dans ces temps-là que vous avez fait le tournage? C'est pas mal exactement 3 ans plus tard. C'est ça? Ouais. Puis ça va être dans les mêmes saisons aussi, c'est ça, je veux dire. Un peu plus tard. On serait déjà revenu. Sarah est retournée pour présenter le film l'an dernier. Oui, ça, je me souviens, ouais. Puis là, c'est ça. Ça va être le livre. On va aller parler à la radio là-bas.
On Avoir va des faire un gens. atelier à l'école pour les enfants. Ah oui. Un petit café causerie à l'école aussi parce que la salle communautaire a brûlé. Donc, Ah, en ok. attendant, tout se passe à l'école. Puis là, il paraît que aussi toute l'économie est un peu repartie là-bas, les mines ont réouvert. Ah, Je sais c'est pas sûr. clair. C'est Ben, pas les clair, mines mais avaient réouvert. Mais il y a certaines activités minières qui ont réouvert il y a quelques années. Certaines ferment, d'autres ouvrent. C'est Ok. très, Ça bouge très beaucoup. nébuleux, tout ça. ouais, Puis ce qui en reste pour les populations locales aussi, c'est pas clair. ouais. À suivre, mais en attendant, s'il vous plaît, tout le monde, allez vous procurer ce livre qui est fantastique, mais qui est aussi un magnifique objet à posséder, à garder dans sa bibliothèque. Le film de Sarah de Caroline Lavergne sous les éditions Nouvelle Adresse. Merci beaucoup, Caroline. Merci, Frédéric. Bye. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.